Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous écoutez à la radio, c'est sûr. La 89.5 à la télé, vous nous regardez sur TV, sur nos différentes plateformes. Notre site d'information, Siaminfo, notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Média, merci de nous suivre via notre page Facebook Kavi TV. Merci de nous suivre si vous êtes sur YouTube, vous êtes forcément sur Kavi Média. À la baie, notre partenaire Beta FM relaie cette émission en direct. Au menu de ce matin, l'élection présidentielle du 28 décembre en Guinée entre dans une nouvelle phase. La dernière ligne droite pour les candidats en lice, cette ligne démarre dans quelques heures. C'est bien l'ouverture officielle de la campagne, une étape décisive censée offrir aux prétendants à la magistrature suprême l'occasion de détailler et de défendre leur programme de société devant les électeurs. Quels sont les enjeux de cette étape cruciale et dans quel contexte politique et social s'ouvre-t-elle? Analyse et décryptage à suivre dans un instant. Les négociations entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement peinent à avancer malgré plusieurs points déjà tranchés depuis l'ouverture des discussions. Certains sujets continuent de diviser les deux parties, des divergences qui provoquent même des tensions internes au sein de la centrale syndicale. Quels sont ces points de blocage? Où en est-on à ce stade des pourparlers? Toutes ces questions seront posées à notre invité de ce matin, M. Aboubakar Gesto Camara. Il est porte-parole de l'intersyndicale. En Guinée-Bissau, c'est l'actualité majeure de l'Afrique, il faut le dire. Les élections ne garantissent plus l'alternance. Comme en 2012, un nouveau coup d'État est intervenu en plein processus électoral. Le haut commandement militaire, à travers un communiqué lu par le général Denis Nkana, dit avoir agi face à un soupçon. L'armée dit avoir agi face à un soupçon de manipulation des résultats depuis l'extérieur. La confusion demeure totale puisque le président Umaru Sissoco Embalo et ses principaux collaborateurs sont toujours introuvables. Et ce matin encore, il est impossible de savoir qui dirige réellement le pays. On en parle également dans cette émission, le scanner. Dans la dernière partie, si le temps nous permet, en France, nous irons. L'ancien président Nicolas Sarkozy voit son ultime recours rejeté, condamné en première instance puis en appel pour le dépassement massif de dépenses de campagne de sa campagne de 2012. Il a épuisé ce mercredi sa dernière voie de contestation interne en tout cas. Après avoir purgé 20 jours de prison dans l'affaire libyenne, il va désormais porter un bracelet électronique. La Cour de cassation a confirmé la décision dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État dit prendre acte du rejet de son recours. Ses avocats ont indiqué envisager une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision qui tombe comme une véritable épée de Damoclès sur l'ancien président et son conseil. On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à prendre l'actualité nationale et internationale ici en plateau avec moi. En revenant, il faut le dire, Moussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah. En revenant, oui, je sais peut-être que vous... Non, t'inquiète pas. Non, ça va. Bonjour, Moussa Cheikh Kamara. Qualificatif, j'en passe. Arrête-toi là, c'est Mais mieux. j'aimerais souligner avant de... C'est vrai, vous avez en parlé, je vous ai suivi même dans ce studio. Il y a une situation qui est à la une depuis le 24 novembre dernier. C'est l'obtention aujourd'hui des permis de conduire série moto. Vu parce que j'en parle, hier, le ministre porte-parole, qui est le ministre même du ministère des Transports, est revenu là-dessus et il a expliqué le bien fondé, je vais
dire, de cette décision et tout ce qui va suivre comme décision. Mais il y a une dans la sortie de Ousmane Gawal, vous avez vu qu'il tombe comme un coup de marteau parce que c'est vrai qu'il y aura des centres de formation avant même l'exigence de tout contrôle de ces permis de conduire série moto. Mais il y a un problème qui se pose. On a vu la réaction récemment des conducteurs de mototaxi. Le montant exigé, les 890 000 francs guinéens pour l'obtention de ce document administratif est jugé faramineux, sinon voire même exorbitant. Donc ici, il faut le dire haut et fort, Abdallah, le coût est exorbitant aujourd'hui quand on doit faire face à toutes ces dépenses. Vous vous rappelez, on parle d'une moto série A aujourd'hui. Étant donné que récemment, on vient de sortir du changement des plaques d'immatriculation, de la plaque rouge, on est parti à la plaque blanche. Et ces plaques blanches, pour les obtenir, il faut aussi payer plus de 800 000 francs guinéens. Bien. À cela s'ajoutent les autres. Bien, puisque ce n'est pas le sujet du jour, on va évoluer rapidement. Très rapidement, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est l'actualité, il faut le dire. Les 890 000 sont exorbitants. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça et dire à nos dirigeants, c'est qu'il faut cesser de faire saigner des pauvres citoyens pour l'obtention. Quand je parle de saignement, c'est du saignement financier, je vais dire, pardon, dans l'obtention des documents administratifs. D'ailleurs, de passage, il faut quand même saluer l'initiative présidentielle récemment qui a rendu gratuite. Oui, on va pas s'étancher là, Moussa. Je suis obligé de te couper. On a 4 sujets. Non, je suis obligé. Je suis obligé parce que tu ouvres un autre volet. On a compris. 890 000, c'est trop cher. C'est trop cher. Du cœur le permis. Moussa Cheikh Camara. Ce matin, on a déjà compris 890 000, c'est encore cher. Pour un permis de conduire pour une moto série A. C'est lui qui le dit, hein, il transmet peut-être le coût de détenteur de moto. Donc je comprends. Je comprends. Donc il va se calmer. Il va se calmer ce matin. On suit alors le menu du jour et on parle de toujours la Guinée, notre pays. La présidentielle du 28 décembre entre dans sa phase décisive. Je vous l'annonçais tantôt, la campagne démarre dans quelques heures. Une étape où chaque candidat, en tout cas en lice, doit convaincre et expliquer clairement son programme de société. Mais deux questions aujourd'hui ce matin. Quel enjeu, quel climat politique, Yamoussa Cheikh Camara? D'abord, le contexte, il faut en parler. Rappelons d'ailleurs que la campagne électorale est ouverte 30 jours avant la date du scrutin. Elle est fermée normalement ou clôturée 48 heures avant le scrutin selon le code électoral, notamment, si je ne m'abuse, son article 48. Alors aujourd'hui, le contexte, parlons-en, on va en parler. Aujourd'hui, les regards sont rivés. D'ailleurs, tous les regards sont rivés vers la date du 28 décembre, date de l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, il y a des candidats en liste. Nous connaissons la liste d'ailleurs définitive de ces candidats, déjà proclamée par la Cour suprême et validée entre autres. Et parmi ces candidats aujourd'hui, il y a le général Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, le suspense qui existait. Le candidat Mamadi Doumbouya. Le candidat Mamadi Doumbouya. Je dis parmi les candidats, il y a le général Mamadi. Non, parce que je n'ai pas entendu général. Attention. Voilà. Moi, je reste sur ce qui est formel. La Cour suprême a dit le candidat Mamadi Doumbouya. Attention. Parmi les candidats, il y a alors le candidat Mamadi Doumbouya. D'accord. Et là, on voyait que le suspense jusqu'ici qui existait n'existe plus, puisque jusque-là, on était en train de tergiverser sur ou autour de la candidature ou non du président de la République. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mamadi Doumbouya fait partie des 9 candidats qui sont officiellement reconnus par la Cour suprême. Et parmi ces 9 candidats, Abdallah, il faut le signaler, il y a ceux qui sont les plus reconnus, il y a des moins reconnus par le grand public. Il y a d'ailleurs ceux qui ne sont même pas connus par le grand public. Et parmi, notamment ceux qui sont connus par le grand public, il y a également le candidat Mamadi Doumbouya. À ses côtés, on peut d'ailleurs souligner ou signaler le nom de Lansana Faya Melimono du bloc libéral. Et derrière, il y a des candidats aujourd'hui moins connus par le grand public, même si ils sont aujourd'hui sur le terrain politique depuis des années, parce qu'il y a d'autres qui ont occupé les postes ministériels. Quand on parle du président de Frondeg qui est Yero aujourd'hui, l'ancien ministre, et puis on a Yero Baldi, on a également
Ibrahima Abessila, d'accord, de la NGR. Entre autres, on a Makali Kamara du FAN. Oui. Et il y a Abdoulaye Kourouma qui est aussi un acteur politique. RRD. Donc, ce sont des gens, c'est vrai, ils sont sur le terrain politique, mais quand on parle aujourd'hui aux citoyens ou aux électeurs, il y a des questions à se poser, sans parler du candidat indépendant, de l'autre candidat indépendant, M. Tounkara aussi sur Mohamed Chérif, exactement, Tounkara qui est aussi sur cette. Alors aujourd'hui, le contexte, puisqu'on en parle, on sait que cette campagne s'ouvre dans un contexte aussi très mouvementé, puisque socialement, il y a le contexte social d'ailleurs qui existe, et aussi il y a le contexte politique. Parlant de contexte social, nous savons qu'aujourd'hui, il y a par exemple les menaces de grève faites aujourd'hui par l'intersyndicale de l'éducation. On va en parler peut-être dans l'autre numéro c'est l'autre sujet de ce numéro. Voilà, de cette émission. Alors justement, ces menaces existent. Et depuis les négociations qui ont commencé, vous le savez, il n'y a pas eu de gain de cause. Il n'y a pas eu d'avancée dans ces négociations entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement. Aujourd'hui, donc, le contexte politique s'ajoute au contexte social. Donc, les deux, aujourd'hui, risquent de faire mal, puisque derrière, si nous parlons du contexte politique également, il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de figures politiques, d'accord, qui sont absentes dans ce pays. Ces figures politiques, notamment Cellou Dalein Diallo, par exemple. Puisqu'on a déjà une question. Alpha Condé. Avant d'évoluer, une question. D'abord sur le contexte social, pour ne pas aller vite en besoin. Ceux qui ne sont pas sur la liste, pas sur la liste. Aujourd'hui, on va vers les campagnes. Donc, on suppose que c'est les 9 qui sont plus intéressants. Ils ne sont pas sur la liste. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Je vais juste poser ma question pour pouvoir relancer l'émission. On parle de contexte social. Dans le contexte social, vous l'avez dit, on a une société aujourd'hui, un peuple, une population qui attend des réponses. Donc, un électorat très exigeant. Aujourd'hui, est-ce que pour ces 9 candidats en liste, on veut dire que le principal enjeu, c'est de convaincre d'abord l'électorat? Puisqu'il y a aussi un point qu'il ne faille pas oublier. L'abstinence peut jouer sur le facteur électoral. Si le peuple ne vient pas voter, ça risque d'empiéter même sur le bon déroulement du processus électoral. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'enjeu majeur, c'est d'abord convaincre l'électorat? Mais c'est pourquoi je parle à la fois du contexte social et du contexte politique, puisque les deux vont partir de pair. Vous parlez de l'abstinence. Avant de parler sur l'enjeu, on est dans le contexte. Donc, l'enjeu déjà, cette mobilisation que l'on cherche, puisque on a vu ici, lors du vote référendaire, tout ce qui a caractérisé le vote du 21 septembre, après les résultats et tout. Donc, en fait, c'est le même scénario aujourd'hui, mais sauf que l'enjeu il est plus grand que celle du vote référendaire, puisque ici on parle de l'élection présidentielle. Une élection présidentielle programmée à moins d'un mois aujourd'hui, sans peut-être... c'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui citer ces figures politiques qui ne sont pas sur la liste et qui ne sont pas candidats, mais aujourd'hui on sait comment ils ont été mis à côté de la plaque, parce que certains ont été suspendus, certains partis politiques ont été suspendus, d'autres sont recalés simplement parce qu'ils ne peuvent pas prendre part, puisque leurs leaders ont dépassé l'âge exigé dans la nouvelle constitution pour candidater à cette élection-là. Alors aujourd'hui, l'abstinence, on ne veut pas entendre parler, puisque les autorités ou l'autorité en charge d'organiser ces élections rassure aujourd'hui les citoyens du pays quant à la crédibilité de cette élection-là. Mais la question reste vraiment posée. D'où l'importance de cette campagne électorale. On veut permettre à chaque candidat, d'ailleurs c'est 9 candidats, chacun en ce qui le concerne, d'étaler sa feuille de route, expliquer son programme de société, convaincre l'électorat, convaincre les plus de 6 millions d'électeurs guinéens
à voter massivement et à se mobiliser pour voter, aller dans les urnes. C'est aujourd'hui l'enjeu principal. Mais comment réussir ce défi? Donc, ces 30 jours qui vont suivre, ces 30 jours de campagne, ou ces 3 semaines, s'il faut le dire, de campagne électorale, puisque cette campagne va vraiment se clôturer à partir à 48 heures, voilà, à 2 jours avant la date du scrutin. Alors, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Chacun doit descendre sur le terrain pour expliquer son programme de société afin d'appeler les électeurs à voter pour lui. Mais ça ne se limite pas qu'à cela, puisque parmi les candidats, il y a les candidats qui sont aujourd'hui plus de poids que les autres. Si nous prenons par exemple le candidat Mamadi Doumbouya avec son... Non, on ne peut pas parler de poids puisqu'on n'est pas d'abord sorti de cette élection. C'est un contexte éclaté, attention. On parle d'un candidat indépendant là, donc on n'est pas obligé de le dire. C'est une remarque palpable, Abdallah. Au-delà de tout ce qui est procédure enclenchée dans ce processus électoral, nos remarques à nous, nos remarques personnelles nous font croire que parmi ces candidats, il y a certains qui ont plus de poids que d'autres. Là, c'est un fait. Peut-être s'il n'est pas naturel, mais le fait, il est quand même palpable sur le terrain. Prenons l'exemple sur le candidat Mamadi Doumbouya. On sait qu'il est le président de la transition. C'est lui qui dirige cette transition depuis environ 4 ans. Et on sait, bien avant la campagne électorale qui va démarrer très bientôt, on sait que derrière, il y avait déjà des mouvements de soutien, non seulement pour sa candidature à l'élection présidentielle, et cette candidature est effectuée aujourd'hui, et donc des campagnes en perspective, s'il faut dire pré-campagne même, ont été battues là pour sa candidature. Et jusqu'ici, vous allez voir que depuis l'annonce de sa candidature à cette élection, d'autres mouvements de soutien, y compris au sein même du gouvernement, au sein de la classe politique, un peu partout, dans tous les secteurs, sont en train de naître pour solliciter l'homme. Donc aujourd'hui, la popularité que le candidat Mamadi Doumbouya lui seul en a dans cette course à la présidentielle, vous ne pouvez pas me dire que... Attendons l'ouverture des campagnes. On parle de la campagne et de mouvement de soutien. Mais pour le moment, on n'a pas vu les images, donc vous ne pouvez pas popularité. On a 9 candidats, je parle de ce qui est préalablement fait. Chacun est en train de galvaniser sa troupe. Parce qu'il faut dire bien avant. Il y a une sorte de pré-campagne, même si ce n'est pas officiel, mais il y a une sorte de pré-campagne avant la campagne. Voilà. Forcément, chacun mobilise sa troupe derrière pour préparer ce qui est officiel. Donc, dès l'instant où la campagne va très bientôt démarrer, et on sait que les hostilités, s'il faut le dire ainsi, vont commencer sur le terrain. Chacun va descendre dans l'arène pour convaincre son électorat. Mais je le dis tantôt, on ne peut pas mesurer aujourd'hui la cote de popularité que le candidat Mamadi Doumbouya a par rapport à la cote de popularité de tous les autres 8 candidats en liste. D'accord? Alors ça, c'est un autre enjeu. Alors, est-ce que les gens vont se mobiliser parce que simplement ce candidat est tel, il a tel poids, ou est-ce que les gens vont se mobiliser parce que ce candidat, il a un bon programme de société? Évidemment. Parce que il faut observer ces deux angles. Il faut voir comme ça sur ces deux angles. Il y a des programmes de société qui doivent être expliqués. Il y a la personne, il y a le programme de société. Et donc, parmi ces 9, nous les connaissons tous. Ces 9 d'ailleurs, naturellement, il y a plus de politique que d'entrepreneurs aussi, il faut le dire, que d'hommes simple parce que... parce qu'on a cette candidature venant des formations politiques et deux candidatures indépendantes. Les 2 candidatures indépendantes, notamment la candidature du candidat Mamadi Doumbouya et la candidature de M. Tounkara, exactement. Et donc, derrière ces politiques aussi existent. Donc, il faut faire la part des choses entre la personnalité et le projet de société. Donc tout le combat qui va commencer maintenant là, dans les heures qui vont suivre dans cette campagne électorale, va se résumer autour de ces 2 perspectives-là. Donc les programmes de société, on les attend impatiemment parce que chacun doit nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire dans les 7 années à venir pour la Guinée, quel programme de développement, d'accord, pour ce pays, qu'est-ce qu'il faut
pour le respect des droits humains, entre autres, il y a beaucoup de programmes à expliquer aujourd'hui. Mais derrière cette foule qui existe, derrière les partis, n'est pas aussi à minimiser, puisque chacun de son côté a essayé de balayer devant sa porte. Et nous allons peut-être voir tout ça dans les heures qui vont venir. Bien. Mais le contexte dans lequel s'ouvre cette campagne électorale doit aussi inquiéter, puisqu'aujourd'hui, socialement parlant, il y a aujourd'hui des réclamations qui sont faites peut-être peut-être dans le secteur de l'éducation par exemple. Si nous devons jeter un regard dans ce secteur-là, cela ne doit pas passer inaperçu. Aujourd'hui, si la campagne électorale doit commencer avec cette histoire posée par l'intersyndicale de l'éducation qui menace aussi d'enclencher une grève, ça voudrait tout simplement dire que l'enjeu sera grand. Bien. Puisque derrière, on va descendre pour défendre nos acquis, c'est-à-dire notre revendication, notre plateforme revendicative. Et il y a des politiques, il y a des candidats de l'autre côté qui vont aussi descendre pour inviter le peuple de Guinée à adhérer à leur projet de société ou à apprécier. Et donc aujourd'hui, pour terminer Abdallah, c'est que cette campagne électorale s'ouvre dans un contexte très mouvementé. Très mouvementé, Mohamed Leba, un petit tour de table. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut donc surveiller le niveau d'adhésion des populations autour notamment des premiers meetings, puisqu'après tout, dès le lancement de cette campagne, on verra quand même tous les candidats commencer d'abord à cette démonstration de force, tout en expliquant les points clés de leur programme de société, mais aussi les alliances de dernière minute. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut surveiller d'abord ces deux points? D'abord, l'adhésion populaire autour des premiers meetings, plus loin, les premières alliances ou les alliances de dernière minute. Avec les alliances, on verra s'il y aura un second tour. Il faut dire que c'est une élection. C'est pourquoi j'ai parlé de dernière minute. Évidemment, je confirme juste ce que vous dites en disant qu'il faut s'y attendre à ces différentes alliances-là. S'il y aura un second tour, déjà il y a des alliances qui commencent à naître un peu partout, notamment pour soutenir quelques candidats. Et le plus connu, c'est pour le moment le candidat Mamadi Doumbouya, qui a beaucoup, disons, d'alliances, en tout cas quand même, qui se forment, d'autres formations politiques qui n'ont pas pu être retenues, qui n'ont pas pu soumettre leur candidature à cette présidentielle du 28 décembre prochain. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette campagne qui s'ouvre, il faut dire quand même que le climat aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de cette grève, moi je me dis qu'elle ne va pas impacter le processus électoral. Vous allez me demander comment et pourquoi. Parce que tout simplement, ces réclamations-là se limitent dans les salles de classe. Il faut dire que le processus qui est là aujourd'hui, nous sommes juste à un mois pratiquement de cette présidentielle, parce qu'elle est prévue le 28, nous sommes aujourd'hui le 27. Donc, le 27, Le 27, donc pratiquement un mois. Il faut se dire que ça va être très difficile. On souhaite aujourd'hui quand même que la fumée blanche arrive à sortir maintenant de ces différentes négociations qui durent encore et encore entre l'intersyndicale et le gouvernement. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que cela pourrait aujourd'hui, disons, impacter le processus électoral. Surtout sachant que ces revendications-là ne se feront pas, en tout cas pour le moment, dans la rue, parce que ce qui plane aujourd'hui, c'est sur les écoles et notamment l'abandon des classes. C'est ça la force c'est ça la force du syndicat. Et on souhaite qu'une solution soit trouvée à cela, et pour ne pas quand même attiser un peu la colère des apprenants. De l'autre côté, il y a aujourd'hui ce qu'il faut aussi clarifier par rapport à la personnalité de ces différents candidats-là. Il faut se dire qu'ils se valent tous, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de mettre dans la tête de quelqu'un qu'il a payé, c'est-à-dire 900 millions pour aller perdre. C'est très difficile. C'est une compétition, elle est ouverte, et il faut se dire que c'est le plus méritant, ou en tout cas quand même le plus convaincant, qui va tirer son épingle du jeu. Nous avons connu beaucoup d'élections où la moindre personne, c'est-à-dire la personne qui était moyennement attendue,
est finalement élu. L'élection de 2017 en France a révélé ici quand même la nature des choses par rapport à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, que beaucoup ne pensaient même pas, c'est-à-dire être ce dernier qui pourrait être plébiscité par les Français et pour, disons, les gouverner. Nous avons vu ce qui s'est passé à travers cette élection-là, le cas Bissau-Guinéen également en 2019. On s'attendait moins à Embalo, hein, disons, pour être élu. Et finalement, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a eu des revendications. Et lui, avec Domingos Pereira et Embalo, chacun de son côté avait réclamé. Et finalement, Embalo a disons, emporté. Alors qu'on connaissait tous le poids politique de Domingo à l'époque, qui surpassait largement Embalo. Donc, il faut se dire aujourd'hui, attention, il ne faut pas se fier à la personnalité. À côté de cette personnalité-là, il y a des projets de société. Vous pouvez avoir le plus beau projet de société. Il faut aussi avoir, c'est-à-dire les verbes pour défendre ce projet de société. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être convaincant vis-à-vis de l'électorat. Si vous n'arrivez pas à emporter, c'est que j'ai toujours déploré dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat entre les candidats. Pourtant, ça devrait se faire. Ça permet également de connaître la nature de certains candidats, de ceux qui peuvent s'emporter dans un simple débat. Alors, parce qu'une personne colérique... En tout cas, ça se passe dans les plus grandes démocraties. Dans les plus grandes démocraties, c'est un autre principe de la démocratie qu'il ne faut pas supprimer dans notre pays, et c'est très important. Ça se mesure aussi à cela. Savoir défendre son projet de société, parce qu'il ne s'agit pas seulement des journaux qu'on va, disons, distribuer aux électeurs. Il s'agit de venir s'arrêter et convaincre. Il faut, à travers cette argumentation, parce que, je vous ai dit, il y a certainement des candidats qui vont aller sur Google, couper, coller, c'est-à-dire certains projets de société, et venir soumettre cela aux électeurs. Le mieux, c'est peut-être, si vous devez copier, il faut plus ou moins quand même maîtriser ce que vous copiez, parce que si vous copiez sans maîtriser, et là maintenant, je crois qu'on peut se retrouver. Vous voyez l'importance des débats télévisés, parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de vous, ça va être très difficile pour vous de défendre cela. C'est pourquoi il est très important qu'on ait quand même cette culture de débat, de débat télévisé. Et voilà, vous venez, chacun des candidats arrive à défendre correctement et convenablement son projet de société. Ça permettra à l'électeur de faire facilement son choix. Pour qui il faut choisir, parce qu'on a une habitude très mauvaise dans notre pays, on regarde souvent la région. C'est pourquoi j'ai bien aimé quelques dispositions du nouveau code code électoral et la loi organique aujourd'hui qui régit les formations politiques, parce qu'on a nourri cela. Le nouveau régime alors. Le nouveau régime des partis politiques. Ces différentes dispositions là qui quand même aujourd'hui remettent un peu de l'ordre dans la façon de faire de certains leaders politiques ou de certains dirigeants des formations politiques, de revoir leurs discours de haine, leurs discours qui appellent notamment à l'ethnocentrisme et tout ce qui s'ensuit. Il faut aujourd'hui se débarrasser de ce côté-là, et en plus il faut miser sur la pertinence des projets de société et non la figure des candidats ou le visage des candidats. Ce qui est très important, Fatou Kébé, aujourd'hui on a quand même un contexte bien connu. Tous ces candidats doivent quand même se positionner dans un paysage reconfiguré. Yamoussa faisait un petit rappel. Aujourd'hui, 9 candidats en lice avec de nouveaux visages, de nouvelles personnalités moins connues du public guinéen qui ont quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. La quête de légitimité, dans un paysage où il faut aussi contrôler le discours politique, puisque avec cette nouvelle loi adoptée et promulguée par le président de la République, on voit que les partis politiques ou des acteurs politiques qui se permettraient de lancer en tout cas des propos allant jusqu'à inciter un coup d'État sont exposés à des comment je peux dire ça, jusqu'à de 1 à 5 ans d'emprisonnement
d'emprisonnement. Donc de ce côté, Mohamed l'a rappelé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans un paysage reconfiguré et que ces candidats à la présidentielle sont d'abord en quête de légitimité, mais doivent aussi se positionner dans un paysage reconfiguré? Abdallah, le défi est majeur pour ces candidats en liste. Il est très majeur, surtout pour ceux qui n'ont pas encore participé à une élection présidentielle, puisque parmi eux, il y a des têtes quand même qui ont eu à participer à des élections présidentielles, donc qui savent un peu comment ça se passe, malgré que vous venez de le rappeler, malgré que le contexte est un peu différent, parce que l'exercice politique est actuellement... il y a cette loi organique donc, que le CNT a adoptée, promulguée par le président, qui régit donc, les formations politiques. Donc l'enjeu est grand et encore plus grand cette fois-ci. Donc ces candidats en liste doivent savoir convaincre l'électorat, doivent non seulement pouvoir présenter, mais aussi faire adhérer les électeurs à leur projet de société. Et par candidat, je crois, l'enjeu, le défi est majeur, beaucoup plus pour certains que pour d'autres, surtout pour ceux qui ne sont pas du tout connus du public guinéen. Donc, ils doivent aussi faire attention au discours qu'ils tiennent. Cette campagne qui s'annonce, il y a cet aspect que les candidats doivent tenir en compte, c'est-à-dire l'aspect de pouvoir présenter, de savoir convaincre les électeurs pour leur projet de société. Mais il y a autre aspect, l'aspect sécuritaire que moi j'ai envie ici de signaler. Puisqu'en campagne, il y a, on sait un peu comment ça se passe. Il y en a qui viennent ils ne savent même pas, ils ne sont même pas là pour essayer de comprendre le fond des projets de société des candidats, mais ils sont en mouvement. Ils veulent être juste dans un mouvement où il y a de l'agitation et tout ça, donc qui peuvent conduire quelquefois à des incidents. Donc ce qu'il faut carrément éviter, les meetings qui se tiennent, les organisateurs doivent pouvoir mettre des dispositions de sécurité en place pour éviter tout incident et tout, puisque la campagne c'est à Conakry à l'intérieur du pays. Donc, il faut faire attention à tout ça, l'organisation des meetings, l'organisation, comment on appelle, des festivités allant dans le sens des campagnes. Puisque, donc, ce qu'il faut retenir ici, ce qu'il faut dire rapidement, Abdallah, c'est que ces candidats, le grand défi majeur reste de pouvoir convaincre l'électorat. Parce que si le lecteur ne sait pas ce que vous présentez ou n'est même pas convaincu de votre projet de société dans les 7 ans à venir, il aura du mal à voter. Donc, il faut vraiment peser sur ça pour qu'il y ait un taux élevé d'électeurs. Un taux élevé, très important. Elles viennent de nous rejoindre ici sur ce plateau. Guinab Boucham, bonjour. Bonjour Abdallah Camara et bonjour à tous. Bon, j'ai eu un empêchement en cours de route. On comprend. Ce n'est pas facile de se déplacer. On va rapidement, par rapport à ce que Québec, est-ce que vous partagez la même chose aujourd'hui majeur pour tous ces candidats, c'est de pouvoir convaincre les électeurs, pas en se présentant comme Abdallah Camara, mais plutôt à travers le programme de société? C'est ce qui devait être, c'est ce qui est normal. On ne vient pas se présenter parce qu'on a une belle tête, on ne vient pas se présenter parce qu'on est tel ou on vient de telle région. Il faut venir avec ton projet de société. Tu as l'avenir tu dois avoir l'avenir du pays dans ta main. Et cette structuration au niveau de la campagne ou toute autre chose, comme on en parlait hier, allant dans l'incitation à la haine ou toute de responsabilité par l'armée, lancer un appel, je voulais dire. Donc, cette fois, on verra une autre campagne peut-être que la Guinée n'a pas connue. L'élection présidentielle en Guinée, je crois que c'est la 3e. Hein. C'est la Non, pas que la 3e. Ça dépasse 3. On a sous la rencontre des
Donc on n'est plus... C'est plus de 3. Plus de 3. Même si on parle de 2010 à là, on est à la 4e élection présidentielle. C'est plus de 3. D'accord. En 2010, il y a eu une élection. En 2015, il y a eu une élection. Non, mais sous ça compte, il y a eu même 2 élections. Enfin, si on quitte le navire du passé, hein, oui, c'est vrai. je parle de ça récent. 2010, il y a eu élection. 2015, il y a eu élection. 2022, il y a eu 2020. Ah oui, il y a eu élection. Le double scrutin qui a envoyé le 3e mandat. Et voilà cette élection. Non, ça dépasse 3. Tout compte. Donc 4. C'est la 4e. D'accord. Donc, bon, tout compte fait, on a connu plusieurs élections présidentielles. Et cette fois, on aimerait voir cette nouveauté. Défendre son projet de société, essayer d'attirer la confiance du peuple et pourquoi pas à s'attendre à un bon résultat. En tout cas, c'est super bien en espérant que ces candidats vont respecter tout ce qui a été dit. Sinon, les sanctions vont tomber. Et je ne sais pas si un candidat incite à la haine, si la personne sera retirée de la course. Je ne sais pas trop si c'est prévu. Mais en tout cas, il faut le faire. Il faut prévoir tout. Ils vont faire attention. Voilà. Puisqu'il y a il faut tout prévoir pour maintenir la paix dans le pays. Des discours responsables. Voilà, pour maintenir la paix dans le pays, pour qu'on passe la campagne présidentielle dans une atmosphère calme. Très calme, il faut le dire. Yamoussa, je te vois sauter par là. Mais justement, ce que j'aimerais ajouter, moi je vais rebondir sur l'aspect sécurité, d'accord? Parce que là, on voit parmi ces candidats qui sont sur la liste, les 9, on sait que derrière, il ne peut pas y avoir d'animosité, puisque ce qui pouvait nous contraindre à assister à des discours de haine aujourd'hui ou de discours de va-t-en-guerre, peut-être on ne peut pas le solliciter, puisque quand nous regardons un peu le climat sociopolitique du pays, on peut comprendre, en prenant l'exemple sur le vote référendaire, on peut comprendre que le climat il est apaisé. Les candidats qui sont sur la liste aujourd'hui, politiquement parlant, ne peuvent pas représenter une menace pour le peuple. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, ce sont les militants qui vont venir derrière, donc les soutien, et on sait que généralement ils ne sont pas naturellement ou généralement formés dans ce cas de figure là. Donc à ce niveau là, il faut passer le message aux entourages de ces candidats qui vont venir tenir ou animer ces meetings, puisque ça va être tout un processus à travers tout le pays, et à Conakry et à l'intérieur du pays. Ça doit faire l'objet de responsabilité, et de la part des candidats qui doivent battre campagne, et de la part des militants, sympathisants et même des partisans de ces candidats-là, puisque il faut quand même dire que la campagne électorale ne doit pas faire l'objet d'une confrontation entre qui que ce soit, entre les partis, puisque là, on n'est pas, s'il faut le dire, on n'est pas en période d'opposition directe, il faut le dire comme ça, c'est la période de transition, donc naturellement, l'opposition peut-être en quelque sorte n'existe pas, donc, quelque part, il faut comprendre que c'est une opération de charme. C'est une opération de charme population, afin que nous puissions étaler notre programme de société dans l'avenir, pour les 7 ans à venir, puisque c'est un quinquennat. Donc, le message à passer derrière, c'est ce message qu'on doit envoyer à ces entourages de ces candidats là derrière. Mais j'aimerais également rebondir sur... Yamoussa, son problème, c'est qu'il dépasse toujours 1 minute. Je donne 30 secondes, parce que là, je suis très... 30 secondes pour rebondir sur ce qu'a évoqué tout à l'heure, peut-être les conséquences directes de la grève de ces enseignants, puisque mon débat, parce que ça va rester dans les salles de classe, mais il faut quand même le comprendre, ça risque de déborder si aucune solution n'est trouvée. On ouvre donc le débat sur l'éducation, ce sujet très important et qui figure également dans le menu du jour. Les négociations entre l'intersyndicale et le gouvernement patinent, il faut le rappeler. Certains points ont été réglés, mais d'autres continuent de diviser, je le rappelais tantôt, au point de créer des tensions au sein même de la centrale syndicale. La vidéo, nous l'avons vue ici même dans nos différentes éditions d'information. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, mais ce sont des questions que nous posons ce matin. Où en est-on réellement? Les points de blocage. On va essayer de poser toutes ces questions à notre invité qui est déjà au bout du fil, Monsieur Aboubacar Gesto Camara. Il est le porte-parole de l'intersyndicale pour parler en République de Guinée. Bonjour Monsieur Camara.
Bonjour Monsieur Abdallah, bonjour à tous les chroniqueurs de votre grande mère qui veut scanner les questions de l'éducation. Scanner les questions d'éducation. Ce matin, on parle de négociations, de pourparlers. L'intersyndicale menace d'aller en grève. Vous avez passé plusieurs jours ensemble, hein, en tout cas autour de la table avec le gouvernement guinéen. Dites-nous ce matin, Monsieur Camara, où en est-on réellement dans ces négociations et peut-on concrètement parler d'avancée? Voilà, merci beaucoup. Il vous souviendra qu'à un moment donné, que le gouvernement a été préoccupé pour recevoir l'intersyndicale pour discuter autour des 11 points inscrits sur la plateforme revendicative. Et ensuite, un courrier nous a été adressé comme quoi le 17 novembre, on devait se retrouver à la fonction publique. Monsieur Camara, est-ce que vous utilisez des kits? Pardon? Est-ce que ce sont des kits que vous utilisez? Des écouteurs? Non, pas du tout. Allez-y. Donc je disais que lorsqu'on s'est retrouvé à la fonction publique, il était question d'abord de faire la présentation, il était question également de dérouler les 11 points. On a vu que le premier point était déjà exécuté parce que c'était par rapport à l'ouverture des classes pour le mois d'octobre. Et je crois que le gouvernement a été ouvert par rapport à cela. Ensuite, nous avons demandé à ce que le premier point ou des points soient également débattus. Mais parmi ces points, nous avons élaboré des préalables. Et les préalables, ce sont des points qui sont non négociables, notamment le déblocage systématique du salaire des enseignants depuis décembre 2023. Et ensuite, nous avons demandé à ce que les fonctionnaires, depuis les secrétaires généraux jusqu'au chef d'établissement, les primes qui ont été octroyées à ces cadres-là, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, à travers le président de la République, avait pris un décret pour donner des primes spécifiques à tous les cadres occupant des fonctions, notamment des secrétaires généraux, des chefs binaires, des chefs de division, des chefs de section et jusqu'aux chefs d'établissement. Donc les autres départements non enseignants ont bénéficié, mais du côté de l'éducation, ils ont dit que l'éducation est assujettie à un statut particulier. Et ce statut particulier, c'est ce qui doit être d'un moment à l'autre, et à la suite, les cadres-là vont être payés. Nous sommes au regret de constater qu'il y a 9 mois aujourd'hui, jour pour jour, ces cadres-là ne sont pas rentrés en position de leur dû issu d'un décret. Alors, ces préalables-là ne sont pas à négocier. Maintenant, les points inscrits qui doivent être négociés, il s'agit d'abord de la signature et l'application du statut particulier de l'éducation. Et dans ce statut, il y a plusieurs points que nous avons pris en compte du côté des 3 départements, de l'enseignement technique, l'enseignement supérieur et aussi l'enseignement préuniversitaire. Alors, on a été roulé ou enfariné par le côté gouvernemental comme pour dire que il faut la présence des autres syndicats. Nous avons dit, pourquoi vous avez accepté d'inviter les autres départements, les intersyndicales, mais vous n'avez pas invité l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Alors, ils ont dit d'accepter que ces gens-là viennent voir qu'est-ce qui se passe. Nous avons accepté. Ils sont venus. Mais la première fois, d'abord, ils ont cherché à nous opposer à nos camarades syndicalistes de l'enseignement supérieur. Pour dire que ceux-ci ont des nouvelles préoccupations qu'il faut introduire. Non, la suppression du samedi comme jour ouvrable. Nous avons dit, c'est la partie de l'enseignement supérieur, de reporter, sinon il constituerait un facteur de blocage. Et le gouvernement servi de cela. Et les camarades de l'enseignement supérieur nous ont compris. Ils ont demandé de suspendre ce point et d'aller droit au but dans le statut particulier. Entre-temps, nous avons demandé à ce que le statut soit touché le mardi. Le mardi, nous avons touché. Ils ont commencé par l'article 5 et cet article-là
compte des grades et des échelons de l'ensemble des cadres. Alors, quand nous avons commencé à toucher, ils ont réduit les échelons de l'enseignement technique, les grades de l'enseignement technique, pour également maintenir ceux de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement supérieur. Alors, une manière pour nous de nous opposer à ces gens-là, engager une discussion, nous avons demandé à ce que enseignant est égal à enseignant. Ces écoles-là ou ces départements-là ont été créés par... Et ce sont des gestions des départements de l'État. Sinon, tous les cadres sont issus des mêmes écoles, ils ont bénéficié des mêmes diplômes, des mêmes hiérarchies, et pourquoi les grades et les échelons peuvent changer. Nous avons dit non, on ne peut pas accepter de nous faire distraire par rapport à ce point-là. Alors, maintenant rapidement, ils ont perdu de 2 heures dans leur bureau, ils sont revenus que dans les bandes de 22 heures, et c'est 22h, 23h, on a commencé à débattre cela et finalement ils ont fini par accepter. On est resté jusqu'à 0h, nous avons dit que d'autres points doivent être touchés. Mais malheureusement, ils ont dit qu'ils ont d'autres activités à faire. Alors nous avons compris que c'était une distraction, que c'était un manque de volonté, que c'est une mauvaise foi qui est exprimée. Alors nous avons demandé à la partie syndicale de se retrouver aujourd'hui à la bourse de travail pour dire parfaitement aux enseignants que depuis le 17 novembre jusqu'à date, on n'a pas trouvé même un point de résolution sur notre statut et l'ensemble des points. Or, c'est aujourd'hui à midi à 12h carré, on va se retrouver à la bourse de travail pour expliquer à notre base, parce que nous, nos décisions au niveau syndical ne sont pas prises de façon linéaire, mais plutôt de façon circulaire. Ce que la base va décider, c'est ce que l'exécutif va obtempérer. Alors, monsieur Diesto, vous vous êtes donné rendez-vous encore le vendredi prochain, en tout cas à l'issue de la rencontre de mardi dernier, alors que cette rencontre du mardi dernier est annoncée décisive par l'intersyndicale de l'éducation qui menace d'enclencher même une grève si rien n'est obtenu comme acquis à l'issue de cette rencontre-là. Qu'est-ce qui empêche de passer à la vitesse supérieure, M. Diesto? Bien, donc, vous savez, la grève en principe n'est pas un facteur de victoire pour le syndicat, mais c'est une dernière cartouche pour un syndicat. Sans quoi, nous, il ne nous plaît pas d'être dans des bruits, d'être dans des perturbations dans nos écoles. Alors, mais si nous constatons que ce que nous voulons n'est pas en train d'être entendu, n'est pas en train d'être fait, je crois que nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Et la dernière cartouche, c'est inéluctablement la grève. Mais elle n'est pas décidée par l'exécutif. Nous sommes mandatés. Ce sont les mandants qui vont nous dire de quoi il s'agit et quelle est la conduite à tenir. Alors, si le mardi, on avait décidé que c'est une journée décisive, ça n'a pas été ainsi, nous croyons, nous estimons et nous pensons que nous sommes toujours dans la bonne foi vis-à-vis du gouvernement. Alors, si ils expriment à tout temps... Alors, monsieur Diesto, oui. Oui. S'ils expriment à tout temps autour de la table, s'il vous plaît, oui. Ils veulent que les conditions soient améliorées. Mais il n'y a aucun pas qui n'est encore fait. Nous pensons que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a une distance. Où vont les choses à travers, donc, au regard de toutes ces négociations ouvertes? Vous croyez, est-ce que vous espérez une sortie de crise bien avant que vous la décision d'aller en grève? D'abord, le constat de tout participant est ceci. Si réellement les gouvernementales qui représentent le gouvernement à cette négociation, si c'est même l'équipe qui est reconduite, le vendredi, il ne faut pas s'attendre à une fumée blanche. Si cette fumée ne sort pas, nous, la base demandera de déposer un avis de grève.
n'hésiterons pas, ne tremblerons pas, nous ne tergiverserons pas, nous allons dire ce chiffon rouge. Vous voulez donc qu'il change cette équipe? Je vous dis bien, si le vendredi la même équipe est reconduite, déjà il y a. Parce que nous saurons et nous savons d'avance que cette équipe, que les choses marchent à merveille et à la volonté même de l'ensemble du gouvernement, notamment les 3 départements d'éducation. Donc si elle continue et que les mêmes choses se répètent le même vendredi, même le programme du mardi qui est encore fixé pour notre rencontre, parce que ça ne sera pas la peine. Parce que le bonheur du matin doit d'abord être à partir du soir. Le point phare de votre plateforme revendicative reste la signature de ce fameux statut-là. Depuis 2023, vous êtes là-dessus. Est-ce que, selon vous, ce nouvel vient quand même ou traduit le manque de volonté du gouvernement de finir avec cette revendication qui semble principale dans votre plateforme? Cette mauvaise foi est affichée et c'est clair comme le nez lié du visage. Et je crois que cela n'a pas de nature à œuvrer même pour la paix. Bien. Alors, pensez-vous pas que c'est une pression de trop sur le gouvernement, étant donné que nous sommes en période électorale, le gouvernement a d'autres préoccupations, et puis vous ne profitez pas de cette situation pour mettre pression de plus afin de précipiter les choses? Monsieur Diesto, le porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation. D'abord, je tiens à vous rappeler, il y a déjà deux ans, nous sommes derrière ça. Et ensuite, le mois de mars dernier, fait une annonce comme quoi nous allons bloquer l'organisation des étudiants. Nous avons été interrompus et ils ont dit qu'ils vont mettre une commission en place sur les drafts de statut. Le draft a été fait une fois, on nous a fait le compte rendu. Une fois, ils nous ont fait le compte rendu, on a corrigé, des amendements ont été apportés. Et ensuite, là-bas, ils n'ont pas fait le retour. On est resté jusqu'à 3-4 mois. Il était question de menacer comme quoi il n'y aura pas d'ouverture. Ils ont encore de mettre en place une commission de relecture au lieu d'inviter à ouvrir une négociation. Tout ça là, ce sont des stratagèmes pour traîner le dossier. Alors, si nous sommes encore autour de la table, ils nous demandent, ce qui a énervé même les gens le mardi, ils ont demandé à ce qu'une commission mixte soit mise en place par le gouvernement, constituer des syndicats. On va faire un tour dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, pour voir un peu le statut particulier des enseignants de ces pays-là. Nous avons dit, niet, cela ne se fera pas. Le monde aujourd'hui est interconnecté et avec cette interopérabilité, on peut même les avoir, même ici. Mais qu'est-ce que nous cherchons de ces statuts? Nous avons déjà un statut qui est devant vous. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de ça? Pourquoi on est complexé d'aller tirer des expériences ailleurs? C'est vrai, c'est pas mauvais en soi, mais ce que nous avons est amélioré, c'est bien fait en bon et due forme à la satisfaction des enseignants de ce pays. Donc il n'y a pas de péril à la demeure à ce niveau, il faut aller à la signature et non à la distraction. Donc, à vous écouter, nous devons conclure que s'il y a aujourd'hui une analyse à faire, c'est que les négociations, les points demandés, les points clés n'ont pas été touchés ou il n'y a pas satisfaction. Monsieur Camara, c'est bien. Il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée, merci. Aboubacar Diesto Camara, porte-parole de l'intersyndicale au compte de ces pourparlers. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Oui, c'est pour moi un plaisir matinal avec vous. Merci. Merci beaucoup, Adrada. Merci bien à vous. Nous allons suivre en tout cas la suite de ces négociations. Et ce sera ce vendredi même ici à Conakry. Nous allons également prendre la direction de la Guinée-Bissau, mais avant la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable.
Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Bangora. Bonsoir, M. Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Merci de la deuxième et dernière partie de cette émission. Merci à nos partenaires qui communiquent chez nous. N'hésitez surtout pas, vous êtes sur Cavi Média. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, merci de nous suivre dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi 4h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale
et internationales. Puisque nous parlons d'actualité internationale, nous prenons la direction de la Guinée-Bissau. Nouveau coup d'État en pleine période électorale. Le haut commandement militaire dit avoir agi pour contrer une manipulation des résultats depuis l'extérieur. Depuis hier mercredi, c'est la confusion totale. Le président Ambalo et son entourage sont introuvables. Suivons ensemble ces précisions de Khadija Kaba. La situation a basculé ce 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau à la suite de tirs entendus à proximité du palais présidentiel. Un groupe d'officiers se réclame du haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre a annoncé avoir pris le contrôle du pays. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, cette décision fait suite à la découverte d'un plan d'attaque déjoué par les services de renseignement des dépôts d'armes. Le commandement militaire justifie son action par la nécessité de préserver la sécurité nationale. Para a efetivação desse plano foi descoberto pelo Serviço de Informação de Estado depósito de armamento de guerra. Assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida, terá-se as condições para pleno retorno à normalidade constitucional. L'exécution du plan a été découverte par les services de renseignement de l'État dans un dépôt d'armes. En conséquence, c'est jusqu'à ce que la situation dans son ensemble soit correctement clarifiée et que les conditions permettent un retour complet à la normale constitutionnelle, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République, fermer toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau jusqu'à nouvel ordre, suspendre toutes les activités médiatiques jusqu'à nouvel ordre, suspendre immédiatement le processus électoral en cours, fermer les frontières terrestres, maritimes, aériennes nationales, instaurer un couvre-feu de 9h à 6h, jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que les conditions nécessaires au rétablissement de la normalité constitutionnelle en Guinée-Bissau soient réunies. Le haut commandement militaire pour le rythme de la sécurité nationale et de l'ordre public exercera le pouvoir d'État à compter de cette date. Le haut compte militaire, afin de rétablir la sécurité de l'État et de l'ordre public, appelle à la coopération du peuple guinéen et à la compréhension de tout face à cette situation provoquée par une urgence humanitaire nationale. Décret du 26 novembre 2025 faisant partie du commandement militaire pour le rétablissement de l'ordre national. Compreensão de todos perante essa grave situação imposta pela uma emergência nacional. Bissau, 26 de novembro de 2025, Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem Nacional. Plusieurs mesures ont été prises, notamment la destitution immédiate du président de la République, la fermeture des institutions, la suspension du processus électoral, la fermeture des frontières terrestres, maritimes, aériennes, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h. Un nouveau coup de force s'inscrit dans une longue série de stabilisation. C'est déjà compris, hein? Vous avez suivi les explications et ces précisions de Khadija Kaba. Mohamed Leba, ce matin encore, impossible de dire qui dirige la Guinée-Bissau. Un putsch en pleine incertitude électorale, il faut le dire. Un coup de théâtre ou un coup d'État, aujourd'hui quand même, il faut dire que les spéculations vont bon train. Et ça surgit à un moment où la Guinée-Bissau attendait quand même, disons, c'était même aujourd'hui, la publication des résultats officiels de l'élection de dimanche. Il faut dire que c'est un autre véritable problème qui vient quand même se rajouter à d'autres problèmes déjà existants dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Alors, on parle de ces événements qui ont débuté en milieu de journée par des tirs d'abord nourris et entendus près du palais présidentiel à Bissau, la capitale, et des hommes en tenue militaire, Khadija l'a rappelé, ont pris position sur les artères principales menant au palais, contraignant ainsi de nombreux civils à fuir la zone pour se mettre quand même à l'abri, même si on a vu après 1 heure ou 2
heures, il y avait quand même un calme précaire qui était revenu parce que beaucoup de citoyens étaient sortis pour aller vaquer à leurs occupations. Il faut dire que la prise de pouvoir a été officialisée par cette lecture que nous venons de suivre du communiqué au siège de l'état-major des armées par le général Denis Ngaja, et pourtant qui est chef de la maison militaire du palais présidentiel, alors qu'il se présente aujourd'hui quand même sous le nom du haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. Le groupe a déclaré avoir arrêté le président Sissoko Embalo. Il faut dire quand même que c'était presque une transition, parce que le mandat de l'homme étant arrivé à échéance, c'est pourquoi on était dans ce processus électoral. Donc ce groupe d'officiers a annoncé avoir arrêté Embalo et surtout aussi suspendu le processus électoral dont les résultats étaient attendus ce jeudi. Les mesures immédiates avaient été annoncées, donc dont la suspension que je viens de rappeler. Il faut aujourd'hui qu'il y a quand même, disons, un calme précaire dans la capitale et dans les autres régions qui sont proches même de Bissau. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui se poser comme étant en question, c'est par rapport à l'instabilité, parce qu'on parle quand même, est-ce que ce n'est pas la 18e tentative de coup d'État? Parce que pour le moment, on ne sait pas encore qui dirige la Guinée-Bissau. Est-ce que c'est Embalo? Parce que c'est encore, en tout cas quand même, l'une des rares fois que nous voyons que c'est la personne renversée qui informe la presse pour dire attention, mon pouvoir a été renversé, je ne suis plus président. Il a commencé avec Jeune Afrique et finalement France 24 pour confirmer exactement à travers ce communiqué que nous venons de suivre à la télé. Cette élection présidentielle, bien avant, je crois une semaine, il y a eu une tentative de coup d'État que l'armée avait dit avoir déjoué. Et finalement, c'est une autre tentative, parce que pour le moment, parce que moi je ne parle pas de confirmation, c'est vrai qu'il y a cette lecture de communiqué là, mais pour le moment, vu qu'on ne sait pas qui dirige la Guinée-Bissau, il faut mettre cela dans le lot de tentatives de coup d'État. Alors si c'est avéré que c'est une tentative, ce serait une 18e tentative de coup d'État depuis 1974 jusqu'à date 1974, c'est-à-dire la date d'accession à l'indépendance de ce pays lusophone. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'était déjà craint, et vous avez vu la réaction de la CEDEAO et de l'Union africaine, notamment les chefs des missions qui étaient en option électorale en Guinée-Bissau, qui demandent aujourd'hui, qui d'abord dans ces temps dénoncent, c'est-à-dire une perturbation sciemment faite de ce processus démocratique, et en revanche demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Alors le retour à l'ordre constitutionnel, comment, pourtant, sans pour autant donner plus de détails par rapport c'est-à-dire à comment ça va se passer pour un retour à l'ordre constitutionnel. Sissoko Embalo, depuis plusieurs heures maintenant, demeure quand même sous silence, parce que même à travers sa sortie où il a parlé de cette tentative de coup d'État, il a mis cela aux dépens, disons, de ses adversaires politiques. Nous savons dans quel contexte cette élection du 23 novembre s'est tenue. Et on avait parlé, c'était dans ce même studio, de l'exclusion de quelques figures emblématiques, surtout dans le paysage politique bissau-guinéen. Nous avons parlé de Domingo Pereira, qui n'a pas pu participer à cette élection-là, et que finalement candidat du PAIGC, c'est-à-dire le parti historique en Guinée-Bissau. C'était même d'ailleurs une première fois que cette formation politique ne participe pas à une élection majeure en Guinée-Bissau. Enfin, il y a beaucoup d'observateurs qui avaient estimé que c'était fait sciemment, donc que c'était fait à dessein pour quand même manipuler les résultats. Et si vous voyez cette communication faite par ce groupe d'officiers-là, ça y va carrément dans ce sens-là. On parle aujourd'hui d'une manipulation des résultats.
Alors, au lendemain même du scrutin, vous avez deux camps, notamment le camp d'Embalo qui revendique la victoire, d'ailleurs même avant la publication officielle des résultats, et vous avez l'autre camp de Da Silva qui également revendique la victoire. Donc, c'est le même scénario qui s'est passé en 2019, le scénario à travers lequel Embalo a pris le pouvoir. Nous avons vu, il avait en face, c'est-à-dire c'est lui aujourd'hui qui a été exclu de ce processus électoral, qui est Simon Pereira, qui n'a pas pu participer, mais qui a soutenu, le candidat qui était en face d'Embalo. Donc, évidemment. Donc aujourd'hui, si vous regardez très bien entre les lignes, vous allez comprendre, parce qu'Embalo, lui, il pointe du doigt, c'est-à-dire ses adversaires politiques, notamment Simon Domingo Pereira, et puis voilà, Da Silva de l'autre côté. Pour le moment, c'est difficile de tirer une conclusion, mais ce qui reste clair, il faut dire que c'est encore bien parti pour une nouvelle crise, c'est-à-dire à ciel ouvert pour la Guinée-Bissau qui difficilement peine quand même à trouver une tranquillité ou une stabilité. La Guinée-Bissau qui devient coutumière quand même des coups d'État en Afrique en général, même surtout aussi en Afrique de l'Ouest, donc championne. C'est comme si ça ne disait plus rien à la population, parce que vous avez vu, dès après l'annonce de ce coup d'État-là, une heure après, chacun est parti ou sorti quand même pour aller vaquer à ses occupations. C'est comme si on est aujourd'hui vacciné, on s'attend à tout moment à une tentative de coup d'État ou à un coup d'État, et si c'est avéré, ce sera un 5e coup d'État orchestré, et depuis 2019 jusqu'à maintenant, là, on peut parler de plus de 5 tentatives de coup d'État. 5 tentatives de coup d'État, et il faut aussi s'inquiéter pour la sous-région, puisque depuis 2020, la sous-région ouest-africaine a enregistré plus de 5 coups d'État à Moussa Cheikh Camara. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe du côté de la Guinée-Bissau, nous devons vraiment nous inquiéter pour la sous-région? Oui, pour la sous-région, nous devons nous inquiéter puisque les coups d'État vont en cascade à tout moment. Et là, aucun pays n'est épargné. Et même ici, en République de Guinée, on en sait un peu depuis le 5 septembre 2021 et jusqu'ici, aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire du cas de la Guinée-Bissau, c'est qu'il faut dire si c'est un coup d'État, c'est un coup d'État très civilisé. Un coup d'État civilisé parce que nous connaissons un peu la nature des coups d'État en Afrique, les méthodes utilisées depuis des années d'indépendance et jusqu'à maintenant. Souvent, les coups d'État sont naturellement sauvages. Mais depuis ces derniers temps, on a assisté à des coups d'État sans effusion de sang. Plus ou moins barbares, pour ne pas dire sans effusion de sang. Mais en tout cas, il y a peu de bains de sang dans les coups d'État. Ça s'est perpétré très récemment. C'est ce qui s'est passé même ici en Guinée, un peu au Mali, au Gabon, s'il faut le dire, prendre l'exemple même sur le Niger. Burkina Faso, Madagascar. On prend même des présidents renversés, on les place en résidence surveillée et puis on assure leur sécurité, on n'a pas besoin... Au Niger, ça fait 2 ans que l'ancien président il est là-bas. Il est là-bas en résidence surveillée. Même ses enfants ont écrit une tribune sur Jeune Afrique pour exiger sa libération puisque les accusations portées contre lui, selon eux, sont infondées. Alors, on a assisté qu'à cela ces 3 ou 4, 5 dernières années. Il faut le dire. Mais ce qui s'est passé en Guinée-Bissau aujourd'hui vraiment dépasse l'entendement. C'est que moi je dis que la Guinée-Bissau a battu le record de tous ces coups d'État civilisés. Puisque quand on vous dit que le président renversé, c'est celui qui est aussi en contact avec les autres chefs d'État de la sous-région et même de l'Afrique, il faut le dire, il garde son contact avec les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers, et il accorde des interviews même à des médias. Et c'est lui le premier qui appelle un journaliste d'un média étranger pour dire que je suis renversé, l'armée vient de m'arrêter. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Et vous allez comprendre qu'à part quelques rafales des tirs en l'air,
et la situation est revenue à la normale. Mohamed Ba l'a souligné tout à l'heure. Un citoyen sur France 24 l'a dit, on est habitué à ça, comme pour dire qu'en Guinée-Bissau, les coups d'État, ça ne fait plus effet. En fait, même les simples citoyens, puisqu'à quelques heures près, vous avez suivi, depuis l'alerte faite par Ambalo, à quelques heures plus tard, chacun a vaqué à ses occupations comme si de rien n'était. Donc derrière, la question qui se pose aujourd'hui, c'est cette attitude d'Ambalo. C'est pourquoi les gens se posent question. Est-ce un vrai coup d'État ou est-ce que c'est un coup d'État simulé? C'est une simulation, on se pose la question, puisque depuis là, l'armée qui réclame avoir pris le contrôle du pays aujourd'hui a procédé également à l'arrestation des opposants tels que Simon. Oui, c'est là la complication. Voilà, même les adversaires les adversaires sont aussi mis aux arrêts. Ouais. Alors si aujourd'hui le coup d'État devrait être perpétré, normalement ça devrait être perpétré contre le président en exercice. Alors si on arrête le président en exercice, on arrête les opposants, on arrête tous les adversaires, alors qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce que peut-être que ce sont les politiques qui sont les problèmes même de la Guinée-Bissau. La suite c'est quoi? Et puis on nous dit qu'on a eu vent comme quoi il y a manipulation des résultats, et puis on a eu vent comme quoi les narcotrafiquants veulent introduire des armes pour renverser le pouvoir. Donc pour la sécurité nationale, l'armée a décidé d'occuper le devant, renverser Embalo Sissoko, qui continue quand même de garder au beau fixe ses communications, ses contacts et ses relations. Pour le moment, nous ne savons pas jusqu'ici qui dirige le pays, mais Embalo pointe du doigt, ils accusent d'ailleurs quelques acteurs, notamment les politiques, et même ils pointent du doigt au chef d'état-major de l'armée des terres qui, selon lui, était derrière ce coup d'État. Alors, coup d'État, tentative de coup d'État, la question reste posée, mais quand même, on a besoin de savoir. Alors, si jusqu'ici, depuis les premières sorties d'Ambalo, on ne sait pas où se trouve-t-il, mais on sait quand même que les opposants ont aussi été arrêtés. Donc, il va falloir à un certain moment que cette armée de redressement, ou c'est pas de l'ordre dans le pays, nous dise exactement ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, hein. Il faut le rappeler, puisqu'il y a quelques jours, nous en parlons dans ce studio. Les militaires ont toujours été au cœur de la vie politique de la Guinée-Bissau, ce qui constitue un véritable souci. On l'a en parlé ici, je pense, la semaine dernière ou cette semaine même dans ce studio. Et ce qui se passe de ce côté est vraiment extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où, Cheikh l'a rappelé, et le président en exercice et même les candidats en liste, quelques candidats en liste, sont mis aux arrêts. Aujourd'hui, aucun homme fort ne s'est déclaré. On tend vers 24 heures. 24 heures après cette annonce faite par le haut commandement militaire, on n'a aucune situation. La situation reste confuse. Et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ce coup d'État est finalement consommé? Ce qu'il faut dire, c'est que la Guinée-Bissau se trouve dans une situation d'incertitude aujourd'hui, Abdallah. Parce qu'un coup d'État ou une tentative de coup d'État où le président et les autres leaders politiques sont pris, l'on se pose la question parce que le général Denis ne s'est pas déclaré comme l'homme fort. Il a pris, il dit pour prendre le devant pour la sécurité du pays et la sécurité des citoyens. Donc jusque-là, rien n'est encore clair, Abdallah. Donc la Guinée-Bissau qui a connu 17 tentatives de coup d'État, 4 coups d'État aujourd'hui, aucun n'est fait. C'est grave pour un pays. Très mélangé. C'est grave, Abdallah, pour un pays, pas de démocratie. À quel moment on va assister à une vraie alternance au pouvoir? Donc il faut vraiment se poser cette question. Et aujourd'hui, cette situation d'incertitude, il faudrait quand même que l'armée qui a dit prendre le pouvoir peut-être pour une question d'ordre de sécurité, il faudrait quand même qu'ils soient peut-être clairs avec eux-mêmes et avec la population. S'ils veulent peut-être être au pouvoir, passer directement sur une transition, il faut se déclarer. Je pense que c'est mieux, au lieu de mettre le pays dans une situation d'incertitude. D'incertitude, oui. Et Guinée Boutiam, aujourd'hui, on l'a déjà rappelé, la Guinée-Bissau est considérée comme la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Les militaires évoquent une bande organisée de narcotrafiquants qui pourrait non seulement introduire des armes,
mais également peut-être jouer sur les résultats de la présidentielle. Est-ce qu'avec ces 2 points, on peut dire que oui, les militaires, ils ont quand même un mobile aujourd'hui pour procéder à ce coup d'État avec tout ce qui a été dit? Bon, c'est peut-être mobile ou pas, vu que le pays est habitué est un pays déjà habitué au trafic de drogue et tout ce qui suit. On le sait déjà pour la Guinée-Bissau. Et pour les élections, il fallait quand même attendre les résultats pour pouvoir parler de manipulation. Là, on ne sait pas qui a remporté, qui a perdu quoi. Donc, parler de manipulation de résultats avant même la proclamation des résultats, ce n'est pas un argument. Et comme le pays, tout le monde l'a dit, est un habitué des faits, c'est qui pousse la population à ne plus s'en occuper. Chacun suit ses activités. C'est comme pour dire, faites ce que vous voulez du pays, nous on s'en fout, tant qu'on vit bien, ça va, c'est bon. Et ce n'est pas bien pour l'Afrique, parce qu'après la Guinée-Bissau, on ne sait pas quel pays va suivre. Et ça ne peut pas continuer ainsi. L'Afrique ne peut pas partir de transition en transition. Aujourd'hui, plus de 5 États africains a connu des coups d'État, je pense, entre cette année seulement, il y en a eu beaucoup, et les années précédentes aussi, pareil. En Guinée-Bissau, je ne peux pas parler d'abord de coup d'État, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais il l'a annoncé, si on remplace le président, c'est qu'on est maintenant dans un coup d'État, puisque la démocratie. On est dans un coup d'État. Confirmé ou pas, on est dans un coup d'État. D'accord, on est dans un coup d'État. Confirmé ou pas? Où le président renversé lui-même vient annoncer que j'ai été renversé. On annonce de l'autre côté que oui, le coup d'État est consommé, les institutions sont supprimées, les frontières sont fermées, mais qui dirige le pays? Voilà la raison. C'est encore l'une des rares fois où vous voyez, c'est-à-dire qu'on doute de la crédibilité même, au-delà même du scrutin. Donc coup d'État. Mais c'est le même scénario qu'au niveau du Madagascar. Madagascar, c'était la même chose. Non, mais, le président Andri Ridana, comme ça, était venu, non pas Rajolina, c'est Andri Ridana. Merci Michael, c'est mieux. Hein? Donc Michael était venu, il dit non, on est venu soutenir la population. Oui. Peut-être ça va être le même discours à Guinée-Bissau. C'est pourquoi je vous ai dit. Non, peut-être qu'ils se disent qu'il faut comment lire entre les lignes. Vous avez vu aujourd'hui ces arrestations massives dans tous les camps. On parle, c'est-à-dire de la manipulation de quelque chose. C'est comme si on vous dit de raser une tête qui n'existe pas. C'est très difficile, c'est-à-dire d'être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. C'est très compliqué. On ne peut pas parler de manipulation, c'est-à-dire d'un résultat ou des résultats qu'on ne connaît pas. Les résultats officiels ne sont pas encore. En tout cas, pas pour le grand public. Vous comprenez? Peut-être qu'ils sont dans le secret des dieux. Attention. Les résultats ne sont pas encore là. Et encore moins, je ne vois pas ces militaires mieux placés pour connaître ces résultats-là que les autorités, c'est-à-dire aujourd'hui en charge de la gestion de cette élection-là. Vous comprenez? En fait, l'organe en charge des élections, voilà, de l'organisation de cette élection. Vous voyez ce coup? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup pointent du doigt un scénario monté ou qui serait monté par le président Embalo, tout simplement parce que si vous regardez son principal challenger a été mis aux arrêts, vous allez vous demander quel a été son crime alors que ce n'est pas lui qui gouverne jusque-là. Et ce problème tire quand même son origine depuis très longtemps. Vous avez vu que ça a été une pilule très difficile à avaler pour Embalo, notamment la cohabitation à l'Assemblée nationale avec Domingo Pereira. C'est ce qui, selon beaucoup d'observateurs aujourd'hui, qui a quand même prévalu à son exclusion, c'est-à-dire de ce processus électoral. Parce qu'il s'est dit non, attention, quelqu'un qui a eu 54 sièges sur 102 à l'Assemblée nationale, je ne peux pas me permettre de compétir. C'est un double scrutin. Oui, c'est un double scrutin. C'était greffé quand même au législatif. Donc vous voyez ce scénario-là, et lui, c'est-à-dire il a soutenu le candidat qui est Fernando Diaz. Vous comprenez, vous voyez le scénario un peu, et lui et Embalo, peut-être que dans les jours à venir,
rien ne nous garantit qu'il ne sortira pas pour dire attention, déjouer cette autre tentative de coup d'État. Aujourd'hui, ce qui est coup d'État, qui devient un coup d'État. Parce que vous avez vu, à quelques jours même du scrutin, on nous a parlé d'une tentative de coup d'État déjouée. Vous avez vu que ça n'avait pas assez d'enjeu, mais déjà la crédibilité même de cette élection était déjà entachée bien avant sa tenue. Bien avant sa tenue. Oui, la crédibilité de l'élection, la crédibilité du coup d'État, la crédibilité de ceux qui l'ont annoncé. Rien n'est clair. On va attendre peut-être dans quelques heures qu'ils vont nous dire qui est réellement le chef, le chef de la transition guinée-bissagaise. En attendant, moi je prends cela avec des pincettes comme baladé. Peut-être que avant de sortir dans ce studio, Embalo viendra annoncer que le coup d'État est déjoué et il reste l'homme fort de la Guinée-Bissau. C'est le scénario que tu estimes, oui. Chef. Alors même si c'est une simulation, moi je vais dire qu'Embalo est parti de loin, de très loin, parce que là, par de passage de tentative de coup d'État à un coup d'État direct, parce que là, on dit que c'est un coup d'État, parce que lui-même, il dit qu'il est renversé, ça veut dire qu'il n'a plus le contrôle. Et donc, on attend la suite de cela pour dire que c'est encore Embalo qui a le contrôle de la situation ou qui a déjoué encore un coup d'État. Parce que là, personne ne croit. Voilà, je me pose la question, est-ce que c'est pas eux? Les deux revendiquaient quand même la victoire. Et lui et Dacosta, chacun disait qu'il a la voix la plus élevée de ce scrutin-là. Alors, à ce niveau, est-ce que Embalo a su comprendre qu'il a perdu le combat ou la bataille, donc il fait appel à l'armée pour empêcher Dacosta d'accéder à la présidence? Embalo a fait le même scénario. Je sais, ce n'est pas une en 2019, c'était le même scénario. C'est peut-être une manière cette fois-ci d'anticiper pour dire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à l'autre, je refuse d'être victime du même scénario. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, je vois, il se retire. Oui, voilà. Je préfère donner à une autre personne. Parce que lui, à l'époque, et Pereira, chacun de son côté avait quand même revendiqué sa victoire. Et finalement, de tiraillement en tiraillement, Embalo a été investi président de la République. Oui, mais sauf que depuis son accession au pouvoir, il y a eu un bateau de tentatives de coup d'État annoncé et déjoué ainsi de suite. Mais cette fois-ci, si on regarde également la nature de cette tentative de coup d'État déjouée, parce que si vous regardez quelqu'un même qui fait coup d'État, lui-même est en train de fuir, c'est-à-dire la personne qu'il veut, que l'intéressé veut renverser, vous comprendrez automatiquement que vu la pluralité éducalement France 24, je ne peux pas trop continuer à parler, sinon ils vont me retirer mon téléphone. Et là, c'est extraordinaire. Et regardez derrière lui. Bien. Peut-être au lieu d'aller dans les contestations, voilà, il a anticipé. On peut être une question de mauvaise foi aussi, parce qu'on ne veut pas laisser son adversaire occuper le fauteuil présidentiel. Donc, il faut laisser le pouvoir à l'armée. Et voilà, chacun se cherche ailleurs. La politique, ce n'est pas de la médecine. Elle ne guérit pas, et en politique on ne dit pas toutes les vérités, on ne ment pas également, vous l'avez compris. Malheureusement nous ne pourrons pas aller du côté de la France pour aborder ce sujet concernant l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ce n'est que partie remise, c'est un sujet sur lequel Kébé et son équipe reviendront demain, ici dans cette émission Le Scanner. D'ici là, merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Guéna Boukam. Merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à vous Fatou Kébé. Merci Abdallah et merci à tous. Fatou Kébé que nous retrouverons demain avec l'autre équipe pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre fidélité. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation, à la production. Donc on se reprend avec moi la semaine prochaine. Demain, vous serez en compagnie de Fatou Kébé et de toute sa team. D'ici là, prenez soin de vous, rester en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir.